Thierry, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes le gérant de Martin Morel Top Management. Il s'agit d'un fonds d'action française de toute capitalisation, Absolument. mais avec un biais grande capi. 60% du portefeuille, C'est ce vrai. sont des grandes capis. C'est vrai, des grandes capis, mais ça commence à 5 milliards, donc on ne se compare pas nécessairement aux très grandes capis type Total ou BNP. Alors, vous avez une cinquantaine de valeurs en portefeuille. Oui, L'encours est de combien aujourd'hui? 55 millions à peu près. Bon, il s'agit d'un fonds intégrable à un PEA. Oui, et à de l'assurance vie. Vous faites bien de le préciser. Et Martin Morel Top Management a reçu 5 étoiles de la part du Morningstar. Ça aussi, il faut le préciser. Ok. Alors Thierry, si vous êtes notre invité aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, ce sont les performances. Sur 3 ans, votre fonds figure dans le top 4 de sa catégorie. Il s'est adjugé plus de 40%, soit une performance annualisée de 11,92%, ce qui lui permet de distancer assez nettement la moyenne des fonds de sa catégorie. Je précise que les performances sont arrêtées au 25 mai. Donc, c'est très bien sur 3 ans. Et j'ai envie de dire que sur 16 mois, c'est encore mieux. En fait, votre surperformance, c'est vraiment prononcée en 2015. Depuis le 1er janvier 2015, Martin Morel Top Management est sur un rythme annualisé de 16,39% de gains pour une progression cumulée de près de 44%. Ces chiffres, encore une fois, sont arrêtés au 25 mai. Alors ça, c'est la première raison de votre venue ici, parce qu'on aime bien les fonds avec de belles performances. La deuxième raison de notre invitation tient au positionnement de votre fonds et à sa méthode de gestion. Alors, Martin Morel Top Management investit principalement dans des grandes capitalisations françaises, mais avec pour credo, et j'ouvre les guillemets parce que là je vais citer votre présentation, d'investir dans les sociétés dont la gouvernance est source de valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'il s'agit, Thierry, d'une façon habile d'habiller une gestion traditionnelle afin de la rendre sexy, ou est-ce que vous faites vraiment de l'analyse de la gouvernance la clé de la surperformance de Martin Morel Top Management? Aujourd'hui, clairement, c'est un élément important de notre approche des différentes sociétés que l'on met en portefeuille. Il ne faut pas oublier évidemment l'analyse fondamentale classique, l'analyse financière, y compris aussi de l'analyse un peu technique pour trouver le timing d'entrée ou d'interrogation sur certaines surperformances. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le fonds regarde vraiment de façon systématique une approche de la gouvernance, mais au sens qualitatif du terme, pas d'un point de vue purement quantitatif pour cocher des cases sur la représentation des salariés, le taux de féminisation du conseil autre. C'est vraiment une approche plus qualitative. Et pour ça, on s'est associé avec une société de recherche indépendante, OFG, qui nous sert à scanner de façon un peu plus systématique qu'on ne pourrait le faire de notre situation de gérant, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse voir tous les mouvements qu'il peut y avoir chez les administrateurs, chez les dirigeants opérationnels des sociétés cotées, au-delà de celles qu'on rencontre régulièrement quand on voit le chargé de communication financière ou le directeur financier. Alors, on va rentrer dans le détail, mais j'aimerais qu'on revienne d'abord sur une façon dont vous présentez les choses. Vous dites que la gouvernance est un moyen et une fin. Alors, un moyen pour isoler les ruptures, réduire les risques, visualiser le changement, isoler le flottement. Écoutez, le mieux, c'est de regarder quelques exemples récents. Alors, si on prend le côté plutôt négatif, typiquement, on pourrait regarder le dossier Zodiac, qui était une des stars de la cote il y a quelques années, et qui, en quelques trimestres et après un nombre... je ne dirais pas incalculable, mais je crois qu'il y en a eu 7 profit warning, a complètement perdu son statut, à la fois d'un point de vue financier, évidemment, avec les vicissitudes qu'on a connues, mais également en termes de crédibilité du management, au point que ça se termine par une opération avec Safran, mais où une partie du management de Zodiac est véritablement sortie de la société. Mais c'est l'analyse du management, de la gouvernance, parce que la gouvernance ne se réduit pas au management, il y a aussi la gouvernance institutionnelle avec les actionnaires. C'est vraiment l'analyse de la gouvernance qui permet d'avoir des signaux d'alerte. Exactement. Il faut le concevoir comme un système de clignotant ou de feu orange, j'ai envie de dire, qui s'allume ou qui s'éteindrait pour passer au vert ou au rouge. Mais c'est simplement des petits éléments, des petits cailloux qui se mettent sur le chemin de la société par rapport à des business models qu'on considère comme porteurs ou pas, puisqu'on a un biais quand même croissance au sein du fonds. Donc on vise d'abord des sociétés qui génèrent des free cash flow, qui ont la capacité d'investir, et après de voir si ces sociétés-là, dont le business model n'est pas toujours remis en cause, mais subit parfois des aléas liés à des évolutions du management. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ligne que vous avez coupée, tout simplement parce que vous avez perçu
un danger au travers de l'évolution de la gouvernance? Écoutez, il y a des exemples de positions qu'on aurait pu avoir traditionnellement dans un fonds d'action française comme Carrefour Haute et où il y avait eu des grands succès à l'arrivée de Georges Plassa. Ensuite, on a vu une évolution au niveau de l'actionnariat qui a quand même pas mal évolué avec le binôme Arnaud-Colony, puis le groupe Galeries Lafayette, maintenant Abilio Diniz, l'ancien actionnaire de Casino au Brésil. Donc tout ça aujourd'hui, c'est des interrogations au-delà du business model de Carrefour, de se dire qui dirige vraiment, qui définit la stratégie, est-ce que demain cela va évoluer et si possible dans un bon sens dans ce cas-là. Alors là, on a vu les aspects négatifs, comment finalement on repère des signaux d'alerte au travers de la gouvernance. Est-ce que vous identifiez des facteurs positifs au travers de cette gouvernance? Également, on l'a fait avec, par exemple, une position qu'on a construite dans le temps comme Peugeot, où on est parti d'une situation où il y avait un actionnariat familial privé qui souvent est considéré comme le must en termes de gouvernance. C'est un peu le truisme. Voilà, c'est ça. Et typiquement, là, c'était à la fois un contre-exemple, mais il y en a eu d'autres, mais où l'évolution à la fois capitalistique, parce que la société était au bord d'une situation très très dangereuse, avec l'entrée d'un actionnaire chinois et des pouvoirs publics français, ont réduit le pouvoir de la famille à un moment donné, et ont permis aussi, je pense, l'introduction d'un management indépendant, reconnu. Vous voulez dire que la famille avait trop de poids sur le management? Vraisemblablement, il y avait une influence, mais qui était historique, j'ai envie de dire, elle n'était pas récente, mais c'est normal que la famille ait eu une action sur la partie opérationnelle aussi, parce que c'était l'histoire. Mais dans cette situation un petit peu difficile, ça a permis un nombre de ruptures assez important qui s'est traduit à la fois dans le conseil d'administration, mais également au niveau opérationnel. Et là, on ne peut pas dire que dans une période où il a fallu redresser la société, le bilan de Carlos Tavares, si on l'arrête à aujourd'hui, soit pas exceptionnel, parce que la société a une marge aujourd'hui de 6%, qui aurait été inconcevable il y a quelques années, se développe bien, fait une opération stratégique qui, je pense, en tout cas, sera porteuse avec la consolidation du groupe Opel au sein du groupe PSA, et avec des hommes pour faire cette intégration qui sont assez intéressantes. Alors c'est là justement où il faut peut-être insister, c'est que quand vous avez regardé la gouvernance, vous avez repéré de nouveaux arrivés qui vous semblaient pouvoir porter la nouvelle stratégie, c'est ça? Exactement. Donc, au-delà du cas emblématique de Carlos Tavares, il y a quand même des arrivées, notamment deux anciens du groupe Renault-Nissan, qui avaient fait aussi la recovery de Nissan au même titre que Carlos Tavares ou Carlos Ghosn, évidemment. Et il y a eu peu d'arrivées, mais des arrivées d'expérience. Et aujourd'hui, on voit que notamment tout ce qui est l'organisation industrielle ou autre est à la main, entre guillemets, et sous la responsabilité d'un de ses collaborateurs extérieurs qui ont été intégrés dans l'équipe de Carlos Tavares, qu'il connaissait évidemment parce que lui-même avait fait l'opération Nissan. Quand on se penche vraiment sur le management et la gouvernance d'une façon aussi pointue, j'imagine qu'on doit avoir un champ d'investissement, un univers d'investissement relativement réduit, parce que sinon on ne peut pas avoir une analyse très fine. C'est vrai, mais il y a aussi de nouvelles sociétés. Il n'y a pas un modèle unique de bonne gouvernance. Il y a parfois des actionnariats familiaux, parfois des actionnariats éclatés, mais avec un management qui diffuse et qui fait participer notamment au capital également l'équipe dirigeante. Et on a eu aussi des introductions en bourse très très riches de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu, avec la hausse du marché, la sortie de participation de private equity. Et à travers des exemples comme Elior, comme SPI, où on a vu arriver des sociétés de très grande qualité, et qui sont en train de structurer leur actionnariat et leur gouvernance, puisque les private equity, petit à petit, quittent le navire. Mais si vous aviez tout de même un cas d'investissement, allez, je vais oser un gros mot, si j'ose dire, parfait, ça serait quoi? Alors, parfait, je pense que même le nom que je pourrais trouver nous dirait que ce n'est pas parfait, et je crois qu'il n'y a pas de perfection, évidemment. Mais je pense que dans la durée, et c'est un autre élément de l'importance de la performance, il y a beaucoup d'informations, il faut filtrer cette information, mais dans la durée, on voit qu'un des beaux modèles dans un secteur qui n'était pas évident, c'est Plastic Omnium, où on a à la fois un actionnariat familial, mais qui a su investir à long terme, quitte à subir pendant quelques périodes ou quelques trimestres, j'oserais dire, des perceptions pas toujours aussi positives qu'aujourd'hui, et un management qui a su se renouveler, la famille a su petit à petit laisser émerger un management non familial, et qui redeviendra familial en fonction des générations. Mais il y a une bonne transition
entre actionnaires et managers. Quand on prend en considération la gouvernance comme vous le faites, est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment une approche de long terme ou est-ce que finalement, ce n'est pas le bon critère? J'ai envie de dire, ça donne du confort en fait, parce qu'on a analysé le business model, on a vu les analyses financières, les consensus de marché, mais typiquement, ça permet de ne pas céder nécessairement ces sociétés quand les objectifs de cours, si je prends du court terme, des analyses sont atteints. Parce que ce sont des sociétés qui ont un beau business model, elles font une pause sur un parcours boursier qui peut être intéressant, mais s'il n'y a pas de rupture, nous on ne vend pas. S'il n'y a pas de changement de manager, s'il n'y a pas une remise en cause par exemple la digitalisation ou une rupture technologique, on n'a pas de raison, au-delà du prix instantané, on peut alléger la position, mais on ne la sort pas complètement, parce que sinon on ne la rachètera pas. Parce qu'elle ne sera jamais assez peu chère comme on a pu l'acquérir. Et on reste porté par ces dossiers-là, et on s'aperçoit que l'année suivante ou autre, il y a un nouveau business model, il y a un nouveau plan d'investissement. Donc vous laissez porter. On se laisse porter, évidemment, en surveillant les mouvements de rupture. Mais en même temps, les principales positions, vous les détenez depuis très longtemps. Les premières positions sont effectivement détenues maintenant depuis 3-4 ans. On les a construites dans le temps. On a amélioré notre connaissance du business model et également du suivi de ses managements. Donc on se sent plus confortable. Et dans les périodes de correction de marché, c'est là qu'on peut faire la différence parce que ce sont souvent des dossiers qualitatifs qui résistent mieux. Alors que quand le marché monte, on l'a vu à la fin de l'année 2016 où il y a une rotation sectorielle très top-down, j'ai envie de dire, eh bien le portefeuille a moins bien suivi ce type de mouvement parce qu'on n'a pas d'un seul coup vendu toutes les valeurs de qualité pour acheter uniquement des valeurs cycliques ou financières. On est globalement exposé un peu sur tous les secteurs, mais on a un biais quand même sur ces valeurs de qualité. Alors justement, puisque vous évoquez les biais, quand on consulte vos principales sous-pondérations et vos principales surpondérations, on constate en effet qu'il y a des biais assez marqués. Alors, quand je parle des sous-pondérations, vous êtes sous-pondéré en financière, en énergie, en matériaux, en consommation de base. C'est structurel ? C'est relativement structurel. On a réduit la sous-pondération des financières, mais c'était plus par une approche globale avec une évolution à la fois de la réglementation. C'était pas du spécifique au niveau des valeurs, même si parmi les bancaires, on a un choix en France plutôt de valeurs de qualité, donc c'était aussi l'opportunité. Dans tout ce qui est cyclique dur, j'ai envie de dire matériaux ou autres, on est effectivement assez loin de ces thématiques-là. Encore une fois, ça ne nous empêche pas d'avoir des paris industriels et parfois cycliques dans le portefeuille. Vous êtes très surpondéré en consommation discrétionnaire. Hein. Oui. Et en industrie aussi. Oui, on retrouve des thématiques un peu des secteurs de croissance, mais c'est à l'intérieur nos choix de valeurs qui font ces paris-là, puisqu'encore une fois, quand on a la conviction sur un modèle économique et sur une équipe de direction et une gouvernance, on met des pondérations assez marquées, entre 3 et 4%, et de fait, ça déforme les paris sectoriels. Alors, est-ce que vous avez, j'aimerais qu'on aborde la question de la discipline à l'achat, parce que vous avez dit que vous vous laissiez porter, quand vous estimez que la gouvernance restait de qualité. À quel moment décidez-vous de rentrer un titre? Est-ce que vous vous attendez vraiment une décote ou pas? Parce que vous avez dit que je suis plutôt croissance. Hein. Oui, on a un biais croissance clairement dans le portefeuille. C'est encore une fois, à la fois, soit par exemple une présentation financière de la société que l'on suit de toute façon, même si on ne l'a pas en portefeuille, ou la perception d'une évolution conjoncturelle qui fait qu'on va peut-être s'y intéresser d'une façon plus dynamique parce que la tendance est différente et on voit qu'avec l'amélioration de la croissance domestique européenne, on revient vers des sociétés qui sont plus exposées à la zone euro. Et puis évidemment la connaissance par différents moyens de l'équipe de direction et quel est l'ADN en fait de la société au-delà des chiffres qui nous sont présentés d'une façon toujours très valorisante par les sociétés. Est-ce que la société dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit surtout derrière? Parce que le marketing financier, il a quand même bien été développé. Maintenant, il faut voir si la société délivre. S'il y a une conformité entre Exactement. actes et paroles. Vous disiez, vous faisiez allusion plutôt au positionnement de votre portefeuille. Le fait est qu'aujourd'hui, avec l'amélioration de la conjoncture, il vaut mieux se positionner, selon vous, sur des valeurs donc exposées au marché européen? Dans les derniers mouvements du portefeuille, on a regardé des sociétés de taille plus moyenne, j'ai envie de dire, ou plus petites, qui ont des parts de marché souvent intéressantes sur le marché européen, mais qui étaient un marché en moindre croissance, qui, sans être pénalisés, n'étaient pas portés comme le reste du marché par les sociétés bien exposées à l'international. Et on voit bien qu'avec les émergents et les États-Unis, qui sont quand même un haut de cycle, il peut y avoir des opportunités de sociétés qui font des opérations de croissance externe. Je citerai par exemple Trigano,
qui est une très belle société, mais qui a trouvé un relais de croissance supplémentaire et qui va renforcer son leadership. Et là aussi, avec un management qui, alors, vraiment dans la durée, a fait ses preuves. On arrive au terme de cette émission. Thierry, à qui s'adresse Martin Morel Top Management? À quel type d'investisseurs? Des investisseurs de moyen terme, puisque c'est un horizon de 5 ans, mais qui ne veulent pas être, entre guillemets, adossés à une approche plus indicielle, comme beaucoup de fonds aujourd'hui, et qui recherchent une diversification à travers une sélection de valeurs où, au-delà des dimensions financières, il y a une dimension humaine de la gouvernance. Thierry, merci. Merci.